La solidité intérieure du leader. Pourquoi ce thème? Tout simplement parce que dans mon travail d'accompagnement, je rencontre très régulièrement des personnes en situation de leadership. Et leadership, comme on l'entend ici au SML, c'est-à-dire en position d'influence intentionnelle. Et ces personnes sont en difficulté. Et je me suis rendu compte que ces difficultés sont très souvent liées à leur solidité intérieure. Alors, c'est quoi être solide? C'est quoi être solide quand je suis moniteur d'école du dimanche, chef scout, responsable d'un groupe, n'importe lequel, quand je suis prof, je sais qu'il y en a dans la salle, quand je suis parent, chef d'atelier, chef d'entreprise. Qu'est-ce qui doit être solide à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui doit être consistant, vigoureux, résistant? C'est quoi ce truc en moi sur lequel on doit pouvoir construire, fonder des choses? Alors ce matin, je vais parler de 4 points. Le premier, c'est expliquer pourquoi je crois qu'aujourd'hui, on doit être plus solide qu'avant et que ce n'est plus vraiment une option. Je ne dis pas qu'avant, on n'avait pas besoin d'être solide, mais aujourd'hui, ce n'est plus une option. C'est quoi cette solidité? Qu'est-ce que ça change si je suis chrétien? Quel atout en tant que chrétien? Et les dégâts si je ne suis pas solide. Les dégâts pour moi et pour les autres. Ça va? Alors concrètement, l'heure qu'on va passer ensemble est conçue pour être bénéfique si vous vous retrouvez dans l'une ou l'autre de ces situations. Vous êtes déjà convaincu du sujet, vous êtes en route, donc vous allez être conforté et peut-être complété. Vous êtes convaincu du sujet, mais vous devez en entraîner d'autres. Et peut-être qu'il vous manque des arguments. Vous ne savez pas trop comment faire face aux objections. Ou bien, vous ne vous êtes jamais posé cette question avant de venir ici. Je crois que vous aurez des prises de conscience, peut-être de leviers à activer pour améliorer le leadership. Ou bien encore, vous êtes plutôt méfiant. C'est quoi ce truc de solidité? Encore un truc de psy, là. Mais ça fait partie du SML, alors vous êtes là maintenant. Eh bien, je pense qu'à la fin de mon intervention, vous saurez encore mieux expliquer pourquoi vous êtes méfiant. Ou bien vous aurez changé d'avis. Alors, je vous propose un premier temps d'appropriation. Déjà, je crois que c'est à la page 20 ou 21 dans votre carnet. C'est le point 1. Vous n'aviez pas prévu de travailler si vite, mais ça y est. Je vais vous demander donc le point 1, dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à ce thème? Convaincu? Déjà en route? Vous ne savez pas trop? Réticent? Je vous demande d'évaluer où vous en êtes. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir d'où vous partez. Je vous donne juste quelques secondes. Alors, je ne vais pas vous demander tous où vous vous situez, mais allez. Qui se retrouve dans le point 2? Convaincu, mais je manque un peu d'arguments. Je ne suis pas toujours très sûre de savoir bien expliquer la chose. Ouais, il y en a quelques-uns. J'espère que les autres ne sont pas tous dans le point 4. Sinon, je vais avoir du travail. Premièrement, pourquoi faut-il être solide aujourd'hui? Pourquoi plus qu'avant? Tout simplement parce que nous ne vivons plus dans la même société. Bon, ça, ce n'est pas un scoop, vous allez me dire. Je vais juste donner quelques flashs de ces changements dans notre société à travers 3 exemples. Je vais prendre l'exemple de la famille, la place de l'autorité et le monde du travail. Avant,
Alors, au risque d'être dans la caricature, mais il y a un siècle, on ne choisissait pas son conjoint, on ne choisissait pas son métier, on ne choisissait pas trop sa destinée. On avait une place dans la société selon le milieu dans lequel on voyait le jour. L'individu était soumis au groupe. Le groupe était beaucoup plus important que l'individu. Et se sentir bien dépendait essentiellement de la conformité aux normes. Il s'agissait en gros de rester à sa place. J'ai envie de dire qu'à la limite, la tâche était peut-être plus facile, mais au prix de soumission à beaucoup de règles. Au début du XXe siècle, la famille est une véritable institution sociale, courroie de transmission des valeurs d'autorité et de tradition. Elle est marquée par la division sexuelle hiérarchique des rôles et des tâches, le fonctionnement hiérarchique de la société divisée en classes sociales se retrouve aussi dans la famille, dans le travail, dans toutes les institutions. Il y a le même modèle. Les ordres viennent d'en haut et doivent être exécutés. L'autorité apparaît comme naturelle. L'homme est physiquement plus fort et il n'y a qu'un seul maître à bord. L'autorité du père ne se discute pas. Les plus âgés de mes clients me disent « Mon père n'avait pas besoin d'élever la voix. Il suffisait qu'il nous regarde. » L'obéissance s'impose dans la famille, comme à l'école, comme à l'usine. Le leadership est donc avant tout masculin. Et c'est la place, la fonction du père, du patron, du maître d'école, du secrétaire de mairie, moi je me souviens de ça, qui va déterminer l'autorité. Et on peut dire que la société propose un cadre à l'intérieur duquel on peut évoluer, contre lequel on peut se révolter aussi, se heurter, mais un cadre finalement assez sécurisant. Et j'ai envie de dire, si la personne n'est pas trop bien dans ses baskets, il y a assez de structures extérieures pour la maintenir debout. Vous me suivez? OK. Aujourd'hui, la grande revendication de la fin du XXe siècle, c'est celle de la liberté. Liberté tout azimut. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il ne reste pas beaucoup de repères. Tout a tellement changé. L'éducation, l'autorité, on l'a vu, la famille, la religion, la politique, la sexualité, le monde du travail. Il n'y a plus beaucoup de normes. Chacun doit trouver son chemin, sa vérité, au milieu de tous les sons de cloche qu'il entend. Et des sons de cloche, il y en a. Il y a une espèce de surabondance d'informations, et aujourd'hui, on parle même d'infobésité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Deux caractéristiques de notre société. Alors, très rapidement, bien sûr, on est dans une société individualiste. L'individu est devenu plus important que le groupe, juste l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. L'objectif de cet individu, c'est la réalisation de soi. Alain Ehrenberg, qui est un sociologue français, a écrit « L'individualisme confronte à l'incertain. Chacun doit s'appuyer sur lui-même pour construire sa vie, pour l'inventer, lui donner du sens. » Donc, premièrement, l'individualisme. Deuxièmement, une société compétitive, fondée sur l'autonomie et la performance individuelle de nouveau. Nous devons nous montrer capables pour avoir un travail, pour avoir une place quelque part, parfois même pour avoir des amis. Je rencontre ça tellement souvent dans mes accompagnements. Toujours Alain Ehrenberg, dans son livre « L'individu incertain », dans ce livre, il montre que le prix de cette autonomie est une exigence accrue de responsabilité. Donc, si je résume, on est plus libre, mais plus responsable, et aussi quelque part plus seul. Si je reprends nos trois exemples, la famille. La famille contemporaine se caractérise par le fait qu'il n'y a plus un modèle. On parle de famille au pluriel.
couple marié, cohabitant, famille monoparentale, famille recomposée, homoparentale. La différence entre les rôles masculins et féminins s'estompe. L'enfant est considéré comme un individu à part entière. Dans les années 80, l'émission de Bernard Martineau, Bébé est une personne, a fait le buzz. Et sur certaines questions, on va même demander l'avis de l'enfant. Chose que ma grand-mère n'aurait jamais fait. Et la grande question aujourd'hui, c'est comment être un bon parent? Est-ce qu'il existe quelque part un certificat de bonne parentalité? Quels sont les repères? Et je trouve intéressant, c'est que ces 2-3 dernières années, il y a une multiplication de coachs parentaux. L'autorité. On parle de crise de l'autorité, voire de déclin de l'autorité. Généralement, sur ces 3 niveaux-là, crise de l'autorité parentale, avec tout le discours sur la démission parentale, crise de l'autorité à l'école et crise de l'autorité étatique. Émeutes dans les banlieues, attaques des policiers en tant que représentants des forces de l'ordre, etc. Comment être un bon prof aujourd'hui? Un bon patron? Un bon hiérarchique? Quand tout le rapport à l'autorité a complètement changé? Dans le monde du travail, les logiques hiérarchiques du siècle dernier laissent place à des modes de coordination beaucoup plus souples et beaucoup plus transversaux. Les salariés aujourd'hui doivent apprendre à coopérer, à gérer leur interaction, à être autonomes, c'est-à-dire à construire en partie le cadre de leur action. Il y a des compétences beaucoup plus abstraites ou même subjectives qui sont liées au savoir-être, qui sont de plus en plus requises. Alors je lis gestion du changement, management de la cohésion, adaptation, leadership justement, charisme, communication efficiente, gestion du stress, créativité stratégique, confiance en soi, etc., etc. Tout ce que les anglo-saxons appellent les soft skills. Qui de nous a acquis ça? Dans la famille, à l'école, voire même dans les grandes écoles parfois. Je vous donne 2 exemples pour montrer ces changements de repères. Un monsieur vient me voir dans mon cabinet, 35 ans, chef d'une entreprise de 160 salariés. Et il vient me voir parce que son couple va mal. Il vient tout seul, pas avec sa femme. Et il me dit, Yolande, qu'est-ce que je dois faire? Et on prend le temps d'écouter, de discuter de sa vie. Et en fait, j'apprends que mon client, son papa est d'origine étrangère, est arrivé en France jeune, avec rien. Et il a tout construit. Et mon client s'est rendu compte qu'en fait, il était comme coincé dans un conflit de loyauté entre le modèle paternel, qui a bossé, et dont madame, finalement, parce que autre culture, autre génération, ne voyait pas d'un si mauvais œil que monsieur ne soit jamais à la maison. Alors que lui, il a grandi en France, autre génération, autre repère. Et son épouse n'était pas prête à mettre le couple sur l'autel du travail. Donc, son cheminement à lui, c'était de se dire quelle autorisation je dois me donner maintenant pour prendre du recul par rapport à ce modèle, tout en restant un bon chef d'entreprise, mais pas saboter ma vie de couple. Autre exemple, il y a 2 ans, je crois, on m'a demandé d'animer une conférence. Alors, je vais revoir de nouveau le titre. C'était « Donner des clés sur la complicité parent-enfant, réalité ou utopie ». Au-delà du fond de la conférence, la première chose que j'ai dite à ce groupe, j'ai dit « Mesdames, est-ce que vous vous rendez compte que cette question-là, c'est bien une question d'aujourd'hui? Je reviens à ma grand-mère, mais ma grand-mère ne se serait jamais posé la question si elle doit être complice avec ses enfants. » Donc si je résume, avant, il n'y a pas si longtemps que ça, 50 ans, 70 ans, les piliers extérieurs à soi, les cadres, les institutions, les croyances,
étaient suffisamment nombreux et forts face aux situations de vie. Et même si on n'était pas solide intérieurement, ça nous aidait à tenir la route. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une société moins cadrée, avec une plus grande liberté, une beaucoup plus grande marge de manœuvre personnelle. Et en même temps, il y a plus de pression, plus d'adaptation nécessaires, des changements incessants et très rapides, partout dans le monde du travail, partout, et des nouvelles compétences exigées des compétences liées au savoir-être. Et j'affirme donc que nous ne pouvons pas nous passer d'une solidité intérieure profonde pour survivre dans ce monde où l'individu est fragilisé et doit se produire lui-même dans un monde de plus en plus morcelé. On ne peut plus se passer de cette solidité intérieure. Cette solidité intérieure est l'outil de notre liberté et de notre autonomie psychologique et j'ai envie de rajouter spirituelle. L'outil de notre liberté et de notre autonomie. C'est cette solidité qui va me permettre de résister aux pressions et à toutes les manipulations extérieures qui me disent comment je dois vivre, ce que je dois penser, comment je dois faire, etc., etc. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Alors, ce matin, on a le focus sur le leadership. Mais fondamentalement, tout ce que je vais dire, on peut l'étendre à toutes nos relations, et tout particulièrement à la relation de couple. Ça va? Vous êtes avec moi? Vous êtes tellement sages. Partie 2. C'est quoi cette solidité intérieure? Parce que ça fait 10 minutes ou un quart d'heure que je parle et vous ne savez toujours pas ce que c'est. Cette solidité intérieure est faite de ce que j'appelle une bonne route du soi. Alors, je n'ai pas fait de faute, c'est une bonne route du soi. C'est quoi la route du soi? C'est une émission sur France Inter. C'est le titre de beaucoup de livres aussi, j'ai vu. Mais dans mon travail d'accompagnement, je le décline de 5 manières. Conscience de soi, connaissance de soi, estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi. Et au-delà du jeu de mots, j'aime cette idée d'être en route. Nous sommes en route. Cette route du soi est un chemin, ce n'est pas une destination. Nous sommes en route toute notre vie. Alors, je vais expliquer ce que je mets très concrètement derrière ces mots. Maintenant, je précise que pour la clarté de mon exposé, je suis obligée de prendre les choses de manière les unes derrière les autres. Dans la vraie vie, les choses ne sont pas si cloisonnées que ça. D'accord? Ça se superpose. C'est interdépendant, c'est lié. La conscience de soi. Sujet très philosophique. S'il y a des gens qui sont encore en terminale, on va voir ça. Dans le cadre de mes accompagnements, qu'est-ce que j'appelle la conscience de soi? C'est se sentir exister, être présent à soi-même, avoir un minimum de recul sur sa vie. Se regarder vivre en quelque sorte. La connaissance de soi. La connaissance de soi est le savoir qu'une personne acquiert tout au long de son existence, donc c'est quelque chose qui chemine tout le temps, à la fois par ses expériences, au contact des autres. En quelque sorte, c'est une forme de lucidité. Je me connais avec mes points forts, mes points faibles, mes zones de lumière et mes zones d'ombre. L'estime de soi, c'est la reconnaissance de ma valeur. Je m'accepte avec le sentiment d'une valeur intrinsèque. L'estime de soi est un sentiment global de valeur en tant que personne, qu'on confond souvent avec la confiance en soi. C'est quoi la confiance en soi? C'est la reconnaissance de mes compétences. Estime de soi, reconnaissance de ma valeur. Confiance en soi, reconnaissance de mes compétences. La confiance en soi, c'est le sentiment d'avoir les ressources pour faire face à une situation donnée sans avoir trop peur du regard des autres. OK?
sans avoir trop peur d'échouer non plus. La confiance en soi se rapporte toujours à l'action. Et la confiance en soi augmente avec l'expérience. L'affirmation de soi, c'est quoi? C'est je sais dire oui, je sais dire non, de manière ferme, avec respect et bienveillance. Je vais vous donner un exemple d'une personne qui est venue dans mon cabinet juste pour montrer que cette histoire de route du soi est très importante en tant que leader. C'était une jeune femme qui était cadre dans une entreprise, qui dirigeait une équipe. Et elle est venue me voir en me disant qu'elle vivait mal cette position de leadership. Alors que fondamentalement, elle n'avait pas spécialement de problème avec son équipe. Ça fonctionnait bien, mais elle n'était pas bien. Et dans l'échange, on se rend compte qu'en fait, elle a un profond manque de confiance en elle. Alors, pour faire simple, quelque part, elle avait en elle un modèle idéalisé de perfection. Elle était perfectionniste. Elle avait, pour ceux et celles qui connaissent, un driver, un message contraignant « sois parfaite ». Elle est toujours en train de se comparer aux autres. Alors bien sûr, c'était lié à son histoire. À la fin de l'accompagnement, elle a pu reconnaître ses spécificités, ses talents, que ses hiérarchiques voyaient, mais qu'elle avait du mal à accepter en fait. Elle a pu prendre sa place et puis aussi accepter que d'autres la complètent. Et en fait, elle était comme apaisée par rapport à sa position de leader. Et on a travaillé sur toute cette route du soi, à la fois cette conscience, prendre un peu de recul sur soi, mieux me connaître, travailler un peu sur cette valeur, sur la confiance en soi, l'affirmation de soi dans un groupe, et elle allait beaucoup mieux. Donc vous voyez, en tant que leader, nous avons notre propre cheminement sur cette route du soi qui influence notre rapport aux autres. Et en même temps, nous sommes confrontés aux réactions des autres liées à leurs propres difficultés dans leur rapport à eux-mêmes. Autre exemple, Anita a dit tout à l'heure que j'ai travaillé dans les quartiers chauds. Et au début de ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans le quartier du Neuhof, pas très loin d'ici. J'étais responsable de toute l'animation au niveau de l'enfance. Et tous les ans, j'organisais des colonies de vacances avec 50 enfants entre 6 et 15 ans, que j'emmenais donc un bout du Neuhof, que j'emmenais dans une autre région de France. Il fallait un management un peu, une poigne assez ferme pour tenir la baraque. Okay? Mes équipes d'animateurs, en général, étaient rassurées par ma poigne, de voir que j'arrivais à tenir ces enfants qui n'étaient pas toujours très très simples. Sauf une fois. J'avais une animatrice qui, dès le début de la colo, était tout le temps en opposition et était tout le temps en train de se frotter contre moi. Et elle menaçait quelque part l'équilibre de ces 3 semaines de colonie de vacances. Et j'ai dû la confronter. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais juste par rapport à notre thème, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et elle m'a dit, je ne te supporte pas, tu ressembles à mon père. Il a fallu qu'on bosse. Donc, si nous ne sommes pas conscients de ces mécanismes, à la fois en nous et chez les autres, qu'est-ce qui va se passer? On va réagir au lieu d'être. Et en réagissant, on va contribuer à ces difficultés relationnelles. Et on est dans un espèce de cercle vicieux. J'ai lu récemment dans un article, et ça fait écho, je crois, à ce qu'a dit Craig hier soir, la première cause de perte de personnel dans une équipe serait les difficultés relationnelles qui sapent les énergies et le moral, cassent l'ambiance, détournent de l'efficacité et provoquent un gâchis monumental. Je vous propose un deuxième temps d'appropriation. C'est le point 3 dans le questionnaire. Vous vous situez où? Si vous pouviez vous donner une note entre 1 et 10, au niveau de la conscience de vous-même, ce recul sur votre vie, la connaissance que vous avez de vous, où vous en êtes dans votre estime de vous-même, dans la confiance en vous, dans la capacité à vous affirmer. Je vous laisse 1 ou 2 minutes.
On va continuer. Troisième partie. Quels sont mes atouts en tant que chrétien? Alors, je suis partie du principe que ce public était chrétien. Mais si vous ne l'étiez pas, c'est une formidable occasion de vous en donner envie. Et de vous donner tout de suite une vision équilibrée de la vie chrétienne. Yolande, là, moi, je crois qu'on a un problème. Ça, c'est la voix de mon mari. Je suis en pleine conférence, là. Ouais, désolé, mais avec ton histoire de route du soir, moi, ça commence à créer un problème théologique, je pense. Un problème? Comment ça, un problème? Ta route du soir, en fait, si je comprends bien, va nous rendre centrés sur notre nombril. Et moi, en tant que chrétien, croyant et pratiquant, ça ne me va pas, parce qu'en fait, ça ne me semble pas très compatible avec la foi. Moi, ce que je lis dans la Bible, tu nous demandes de prendre soin de notre ego. Et moi, je lis dans la Bible qu'en fait, cet ego, ou le moi, il doit être crucifié, non? Ok, d'accord. Alors, très concrètement, d'après toi, ça ressemble à quoi, un chrétien avec un moi crucifié? Là, très concrètement? Écoute, je sais pas, t'as d'autres questions? Ouais, on a des théories, hein. Le chrétien doit avoir un moi crucifié. Ça ressemble à quoi, un moi crucifié, hein? Alors, petite explication, le moi, notre ego, c'est notre individualité. Et je crois que Dieu nous a créés avec notre individualité. Est-ce que tu crois, Philippe, que Dieu veut gommer, veut éradiquer notre individualité? En regardant Paul et Pierre, non, j'ai pas trop l'impression, c'est vrai. Ouais, bon exemple. Paul et Pierre, ils n'avaient pas l'air d'être des zombies. Parce que si on enlève l'ego, si on enlève le moi, si on les jette, on va être des légumes. OK? Et sans ego, on n'est pas debout. D'accord? Alors, je n'ai pas le temps de faire une étude biblique poussée, mon cher Philippe, mais un moi crucifié, ce n'est pas un moi qui disparaît. On ne peut pas le tuer au sens littéral. Alors, je vais utiliser plusieurs images parce qu'on va faire vite, mais un moi crucifié, c'est un moi qui descend du trône de sa vie. Ou bien, l'autre image que j'utilise souvent, c'est « je quitte le poste de pilote pour devenir copilote. Je lâche le gouvernail de ma vie. » C'est un moi qui reprend sa juste place de serviteur. Ça te va, Philippe? Ok, je m'incline, de toute façon, comme d'habitude. Hein. Pour celles et ceux que ça intéresse, ce sujet, je vous renvoie à un ouvrage que je trouve excellent de Francis Mouot qui s'appelle « Le moi et l'esprit ». Ce cheminement sur la route du soi est possible pour tout le monde, qu'on soit croyant ou pas. Mais pour nous, chrétiens, il devrait être encore plus évident que pour les autres, car nous avons des atouts. Alors, je vais expliquer pourquoi. Conscience de soi. Je vous rappelle, se sentir exister, avoir un peu de recul sur sa vie. Entièrement basé sur notre position en Christ, notre position en Dieu. La Bible dit, entre autres, que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Ça veut dire quoi? Mais quel recul avons-nous sur notre vie de se dire que ma petite vie sur Terre, c'est juste un petit bout de quelque chose de beaucoup plus grand. Et si j'ai pleinement conscience de ça, je peux prendre un pas de recul. Connaissance de soi. Je me connais avec mes parts d'ombre et de lumière. Basée sur quoi? Sur ce que Dieu dit de moi. C'est Dieu qui sonde mon cœur. C'est la Bible qui, quelque part, est mon fil à plomb extérieur par rapport auquel je me situe. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Psaume 139. Estime de soi, reconnaître ma valeur, basée sur l'amour inconditionnel de Dieu, qui a
tout payé pour moi à la croix. Je ne peux rien faire pour être plus aimé ou moins aimé de Dieu. Et cette estime de soi est aussi basée sur le fait que Dieu comble parfaitement mes besoins fondamentaux qui sont le besoin d'amour, le besoin de sécurité et le besoin de reconnaissance. Je t'aime d'un amour éternel. La Bible dit que j'ai tout pleinement reçu en Christ. La confiance en soi, donc le sentiment d'avoir les ressources pour faire face à une situation, entièrement basée sur cette sécurité totale que Jésus est avec moi tous les jours, partout où je vais. Qu'il m'équipe parfaitement. Que je puis tout par celui qui me fortifie. Affirmation de soi, je sais dire oui, je sais dire non, en prenant ma place avec fermeté et respect, entièrement basée sur la sécurité de la présence du Saint-Esprit en moi. J'aime beaucoup 2 Timothée 1, le verset 7, dans la version Parole vivante. Ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour, d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. En utilisant ces termes de la route du soi, j'utilise juste un vocabulaire différent qui décrit avec d'autres mots des réalités dans lesquelles la parole de Dieu nous invite à rentrer. Vous voyez, en tant que chrétiens, nous sommes censés avoir tous ces atouts en termes de solidité intérieure, c'est-à-dire un ego qui tient la route, qui est debout, mais qui est en position de serviteur, qui est descendu du trône. Mais, il y a un mais. La vie chrétienne, ce n'est pas une baguette magique. Et nous sommes tous pas vraiment au top sur ces différents points. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi pas. Paul, dans Éphésiens 1, prie pour que Dieu illumine notre intelligence afin que nous comprenions quelle est la glorieuse richesse de son héritage. Cet héritage, c'est entre autres, j'ai bien dit entre autres, une bonne route du soi. Il y a donc une notion de cheminement dans le temps, et une notion de compréhension, puisque je suis censée être illuminée dans mon intelligence, pour saisir toutes les richesses qui sont en Christ. Et le but de notre cheminement spirituel est la transformation de notre personne à l'image du Christ. Éphésiens 4 nous dit qu'il s'agit de devenir majeur, pleinement mature, et que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle de Christ. Par conséquent, il est essentiel d'avancer dans la connaissance de nous-mêmes et dans la connaissance de Dieu révélé en Jésus. Dans la spiritualité chrétienne, les deux sont liés. Il n'y en a pas une sans l'autre. Luc 15 nous dit que le fils prodigue est rentré en lui-même. Ça veut dire quoi? Il a fait un bilan intérieur. Proverbe 16 nous dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur ». Linda Hoyer, qui est théologienne, a dit « Si notre seul but est la connaissance de nous-mêmes, nous allons tomber dans le nombrilisme et le narcissisme. Mais si notre seul et unique but est la connaissance de Dieu, sans tenir compte d'une connaissance de soi, et je veux juste traduire ces propos, dans le sens d'incarner ce que je sais, de le vivre concrètement. Donc sans tenir compte d'une connaissance de soi, il va y avoir un manque d'authenticité de notre part. Nous risquons de vivre derrière des masques, de montrer un personnage public, de donner des apparences, et nous nous trompons nous-mêmes et nous trompons les autres. Je vais donner 2 exemples de leadership. Je suis responsable d'une équipe et un des membres du groupe est plus apprécié que moi dans une compétence. Si j'ai une bonne route du soi, je devrais permettre à cette personne de se déployer et je devrais me réjouir. Je ne dis pas que c'est simple. Je suis responsable d'une équipe de collaborateurs et nous ne sommes pas d'accord sur l'organisation du travail.
si j'ai une bonne route du soi, je devrais être capable d'accueillir cette équipe, d'accueillir mes collaborateurs, d'entendre leurs arguments, de les écouter, de négocier éventuellement, et de trancher peut-être. Ça ne veut pas dire que je suis forcément d'accord, mais je peux accueillir sans me sentir menacée. Ça va? Partie 4. Quels sont les dégâts dans ma vie et dans la vie des autres si je ne suis pas solide? Quelque chose qui a bougé là. Je vous propose un temps d'appropriation. Là, je vais vous donner un peu plus de temps, peut-être 5-6 minutes. Vous pouvez parler à plusieurs. Alors, ce n'est pas dans le carnet. C'est juste une question. D'après vous, quelles sont les manifestations d'un leader s'il n'est pas solide? Ça se voit comment? Je vous propose de réfléchir, soit parce que vous-même, en tant que leader, vous l'avez vécu, vous réalisez peut-être à partir de ce que je dis que waouh, je n'ai pas été solide sur ce coup-là, ou bien vous l'avez observé chez les autres, c'est toujours plus facile de voir chez les autres que chez soi, ou bien vous avez subi de la part de leaders pas solides. Je vous laisse échanger. 5 minutes. Je veux pas l'heure. Désolée de vous frustrer. On va continuer. Est-ce que comme ça, spontanément, juste des mots qui viennent sur le manque de solidité, ça serait quoi? La peur. L'agressivité. Le contrôle, la sécurité. Le volontarisme. La fuite. Waouh, vous êtes... La manipulation. L'abus de pouvoir. OK, l'autoritarisme. Merci. En fait, pour résumer tout ce que vous avez dit, si je ne suis pas solide, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre en place des stratégies inadaptées de protection, de défense. Exactement. Tous mes efforts, ou une grande partie de mes efforts, seront consacrés à l'autodéfense plutôt qu'à la croissance. Je sacrifie mon développement à ma sécurité. Et je vous donne un exemple biblique dans la parabole des talents. Le 3e, celui qui n'a eu qu'un talent. Il va mettre toute son énergie à se protéger plutôt qu'à développer. Et ça, ce que je dis maintenant est très important. D'un point de vue, si je ne suis pas solide, d'un point de vue psychologique, au lieu d'être solide, je vais devenir rigide. Si je ne suis pas solide, je vais devenir rigide. D'un point de vue spirituel, au lieu d'être solide, je vais devenir légaliste. La rigidité et le légalisme sont, selon moi, l'expression visible de beaucoup de fragilité intérieure. Quelles sont nos fragilités que nous habillons parfois de légalisme? Quelles sont nos failles personnelles que nous emballons dans des versets bibliques pour ne pas avoir à les regarder en face? Ou quel vernis spirituel, vernis ça rend les choses un peu dures, hein, mettons-nous sur certains comportements pour les justifier. Alors je vais reprendre la route du soi. Si ma conscience de moi-même est faible et bancale, ma capacité réflexive sur moi va être faible. Je ne vais pas me poser beaucoup de questions existentielles. Je n'interrogerai pas souvent le sens de mes actions. Je ne porterai pas une attention particulière à mes actes, à mes pensées, à mon ressenti. Je ne l'interrogerai pas. Et concrètement, en tant que leader, il y aura peu de remise en question personnelle, une qualité d'écoute amoindrie, et on a vu hier dans les différentes interventions combien c'était important, moins de considération de l'autre. C'est impossible. Si j'ai une mauvaise connaissance de moi, je vais avoir des œillères, je vais avoir des zones aveugles, comme on dit. Je ne vais même pas réaliser certains de mes comportements, je ne vais peut-être même pas réaliser certaines de mes aptitudes non plus.
Il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent de personnes qui ont des yeux pour voir et qui ne voient pas, des oreilles pour entendre et qui n'entendent pas. C'est ça. Concrètement, en tant que leader, je connais peu ou pas ni mes forces, ni mes faiblesses, ni mon savoir-faire, ni mon savoir-être, et je ne saurais pas trop bien le décrypter chez les autres. Je ne vais pas non plus pouvoir faire évoluer mon équipe, mes coéquipiers, je ne vais pas exploiter dans le bon sens du terme les capacités de mes collaborateurs. Et pendant que je préparais ce SML, Philippe et moi, je ne vais pas la citer, on a été au contact avec quelqu'un qui travaille dans une grande œuvre chrétienne. Une œuvre grandiose, qui s'est construite autour d'une personnalité véritablement charismatique et qui a fait des choses géniales. Mais ce leader avait une faille, comme chacun de nous. Il n'y a pas de problème d'avoir des failles. On est tous un peu des vases fêlés. Hein. C'est ça la réalité. Le problème, c'est que cette faille, elle est apparue assez vite. Mais au début, d'abord, tout le monde l'excusait. Tout le monde avait des arguments spirituels pour expliquer. Et puis, le problème, c'est qu'avec les années qui passent, cette faille, je ne sais pas s'il faut dire agrandie ou durcie, qu'importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, les choses ne s'améliorent pas. Ça, c'est une très mauvaise croyance, d'accord ? Ça se complique avec le temps. Mais il n'a jamais accepté de se laisser interroger là-dessus. Il n'a pas accepté de se laisser remettre en question. Il n'a pas accepté d'aller travailler ça, parce que ce n'est pas le problème que ça existe, c'est juste le fait qu'il faut travailler dessus. Et aujourd'hui, cette œuvre est en train d'exploser. 30 ans de travail est en train de s'écrouler. Et c'est juste dramatique. Il faut accepter de regarder en face, il faut accepter de se connaître avec ses points forts, ses points faibles, ses zones d'ombre, ses zones de lumière. Une mauvaise estime de soi. La mauvaise estime de soi est toujours liée à notre histoire. Pour faire simple, grosso modo, elle est plus ou moins bonne en fonction de la manière dont on a répondu à mes besoins fondamentaux d'amour, de sécurité, de reconnaissance. Et comme l'éducation parfaite n'existe pas, nous avons tous des carences, nous avons tous des casseroles. Elles font juste plus ou moins de bruit. La mauvaise estime de soi se décline de deux manières. Soit elle est basse, soit elle est haute. Un leader qui a une basse estime de lui-même parvient peu à relativiser. Il n'a aucune clémence envers ses failles ni celles des autres. Il ne prend guère de distance dans les situations qu'il vit et il est en constante recherche d'approbation, risque de tomber dans des comportements de comparaison, tout le temps en train de se comparer aux autres, et aura tendance à interpréter tout ce qu'on dit. Il risque d'avoir un problème de légitimité, même s'il n'en a pas conscience. Syndrome d'imposteur. Un leader qui a une haute estime de lui-même aura tendance à être arrogant, cherchera à briller, à attirer l'attention sur lui. Au niveau relationnel, ça se traduit par du jugement, de la vantardise, des tensions. Dans les deux cas, c'est la même fragilité de l'ego, mais c'est juste deux manières différentes de lutter. J'ai envie de dire, c'est un ego, pour reprendre mon image de tout à l'heure, qui reste cramponné à son trône, qui ne veut surtout pas descendre. Parce que descendre, c'est risqué. Dans les deux cas, en tant que leader, j'aurai une moins grande résistance à l'échec. L'échec va me casser, me mettre par terre. Et le sentiment de menace par rapport à ma position de leader sera très présent. Éventuellement, je vais faire semblant de me réjouir du succès de l'autre ou de la reconnaissance qu'un autre peut avoir. Mais en privé, je vais ruminer à cause de l'injustice de la vie et je m'estimerai souvent défavorisée. Si j'ai une mauvaise estime de moi, je considère qu'il sera très difficile de vivre certaines réalités qui sont écrites dans la Bible. Alors, je vous en donne juste quelques-unes. Comment considérer les autres comme supérieurs à moi ? Ce n'est possible que si je m'accepte moi-même. Sinon, ce n'est pas possible. Parce que sinon, les autres sont toujours une menace pour moi. Quand ils sont meilleurs que moi dans quelque chose.
Comment puis-je chercher d'abord l'intérêt de l'autre? C'est écrit dans la Bible, hein, chercher d'abord l'intérêt de l'autre. Si mes propres intérêts, ma place, le fait qu'on m'aime, la place, on en a eu des histoires de place dans nos églises et dans nos associations. Okay? Si ma place, et j'ai le sentiment qu'elle est toujours menacée. Comment puis-je avoir en moi les sentiments qui étaient en Christ si je suis remplie de dépréciation de moi-même, si je me déteste? L'objectif, c'est d'avoir une bonne estime de soi, ni haute, ni basse. Et j'aime beaucoup cette citation de Christophe André, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un psychiatre, psychothérapeute, qui dit que l'objectif en construisant une bonne estime de soi, c'est de ne plus penser à soi. Le devenir de l'estime de soi, c'est de se faire oublier. Comme la respiration à laquelle on ne prête plus attention, mais qui est toujours là. Si je n'ai pas confiance en moi, je ne développe pas mes dons et mes talents, ou pas beaucoup. Et concrètement, en tant que leader, je risque d'être pris par l'esprit de compétition, à rechercher toujours davantage d'honneur, de louanges, etc., etc. Je risque aussi de ne pas prendre ma place. Je vais batailler avec un problème de crédibilité sur mes compétences, des doutes sur mes compétences. Je vais peut-être avoir du mal à prendre des risques, à aller de l'avant. Si l'affirmation de soi est mal située, j'aurai deux tendances. Je vais être soit paillasson, soit hérisson. Facile à retenir. Paillasson, j'existe pas, on me marche dessus. Hérisson, je rentre dans le rapport de force, ça cogne. Concrètement, en tant que leader, je vais laisser, par exemple, se déployer des jeux de pouvoir dans mon équipe sans intervenir. Et ça, dans mes accompagnements, les gens me parlent parfois de leur travail et ils me parlent de leur équipe et je me dis, mais il est où le chef? Ça arrive tellement souvent. Ou bien je vais avoir du mal à recadrer, à trancher clairement. Ou alors quand je le fais, je vais être maladroit, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mon style de communication va peut-être être mou, confus, manquer de clarté. Il peut y avoir un décalage entre ma communication verbale et ce que je dégage par ailleurs, la communication non verbale. Ou alors, je l'ai entendu tout à l'heure, je vais user de manipulation. Parce que je n'ose pas dire les choses, je n'ose pas m'affirmer. Alors, j'utilise quoi? La culpabilisation, la flatterie, la menace, l'intimidation. Alors, je peux, je crois, ce matin, sans prendre trop de risques et sans jouer à la prophétesse, dire que nous avons tous certainement des réajustements à faire, des marges de progrès. D'accord avec moi? En conclusion, aussi paradoxal que ça puisse paraître, être solide signifie autant avoir conscience de ses fragilités, de ses manques, de ses vulnérabilités, on l'a vu hier soir, de ses limites, que de ses capacités, de ses forces et de ses talents. Être solide, c'est accepter le tout, c'est m'accueillir. Accueillir qui je suis et avancer. Il s'agit nullement d'être fort, d'être parfait, surtout pas d'être dans une forme de toute-puissance qui se croit arrivée, mais d'être en route, sur la route du soi. En tant que leader, cette prise de conscience va me permettre de m'entourer des bonnes personnes. C'est quoi les bonnes personnes? Les bonnes personnes, c'est celles qui complètent mon jeu. Or, naturellement, que faisons-nous tous? Nous avons tendance à nous entourer des gens qui nous ressemblent, parce que c'est vachement plus confortable. On est moins remis en question. Et j'ai envie de vous interpeller dans vos équipes, les gens avec lesquels ça cogne un petit peu, c'est souvent des gens très différents de nous. Et au lieu de voir ce truc différent qui m'embête, de voir ce truc différent qui peut-être me complète. Quelques pistes pour terminer quand même. Comment augmenter
cette solidité. Ce n'était pas le sujet de ce matin. J'ai envie de dire que je plaide en faveur de toute démarche dans laquelle je prends le risque de m'auto-responsabiliser, où je vais dynamiser mes façons d'être, mes modes de pensée, mes croyances, mes certitudes, mes comportements au quotidien. La Bible dit que nous devons continuellement être renouvelés dans notre intelligence. Concrètement, premièrement, je vais favoriser tout ce qui alimente ma vie spirituelle. Jacques 1, au verset 22-23, nous rappelle que la Bible est mon premier outil, c'est le miroir de mon âme. Qui permet quoi? Qui permet des prises de conscience, qui remet mon ego à sa juste place, qui me guide au niveau comportemental. Il y a tellement de versets très pratiques. Deuxièmement, je vais favoriser tout ce qui me permet de me former, toutes les formations qui vont se trouver sur ma route, comme ce SML. Hein, des formations qui vont me donner des techniques pour éviter toutes les grosses erreurs de management, de communication, de gestion. Et troisièmement, parfois, c'est nécessaire de faire un travail plus en profondeur. Un travail de développement personnel, de relation d'aide, voire thérapeutique, si c'est nécessaire. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie vous étiez tout au début. Convaincu, curieux, sceptique. Quelle que soit la catégorie, j'espère avoir fait bouger les lignes un petit peu. Je rappelle que l'objectif final de cette solidité, c'est une meilleure relation avec moi-même, une meilleure relation avec les autres, donc un meilleur leadership, donc un meilleur témoignage dans ce monde, un meilleur service dans ce monde. Je me permets de terminer avec une petite page de pub. En janvier 2019, je démarre un groupe pour 5 ou 6 personnes privilégiées qui voudraient faire un parcours sur la route du soi en une dizaine de séances. Merci beaucoup de votre attention.